De choisir. Principe numéro 5. Toute personne accusée d'un crime de droit international a droit à un procès équitable, tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui concerne le droit. Voyez-vous, Monsieur le Président, en parlant de procès équitable à ce niveau, on parle d'un procès du début à la fin, donc depuis l'enquête jusqu'au jugement, en passant par l'instruction. Ce qui encore implique que l'enquête est obligatoire dans le cas des crimes qualifiés crimes internationaux, que l'instruction est également obligatoire. Sixième principe 6. Les crimes énumérés ci-après sont punis en tant que crimes de droit international. Le crime contre la paix, le crime de guerre, le crime contre l'humanité. C'est en cela que j'ai dit que le crime contre l'humanité tirait sa source du principe de Nuremberg et que si on veut parler du crime contre l'humanité, on ne doit pas oublier le contexte. On ne doit pas traiter cela de manière isolée comme le parquet le fait, comme les parties civiles le font. Principe numéro 7. La complicité d'un crime contre la paix, d'un crime de guerre ou d'un crime contre l'humanité tels qu'ils sont définis dans le principe 6 est un crime de droit international. Monsieur le Président, c'est important à ce niveau. On parle de complicité, de crimes contre la paix, de crimes contre l'humanité. Le président Dadis est renvoyé par devant vous pour complicité. Le ministère public demande de le condamner en tant qu'auteur du crime contre l'humanité. La question qui se pose, est-ce que, alors même que la complicité du crime contre l'humanité est prévue, est-ce que vous, juge pénal, juge criminel, est-ce que vous avez la possibilité, est-ce que vous avez le pouvoir de changer, de modifier la qualité d'une personne poursuivie pour complicité en présumé auteur? Ça n'existe pas. Et le pouvoir, votre pouvoir de requalification ne peut vous le permettre. Voilà une des failles des réquisitions du parquet. La quatrième raison pour laquelle il est impossible de procéder à la requalification, c'est bien le manque de présentation des faits dont la requalification vous est demandée. Pour la défense du président Dadis, vous ne pouvez pas requalifier ce qui n'existe pas, ce qu'on ne vous a pas présenté, ce qui vous a été soumis, remonte de très loin, Monsieur le Président. Ce sont des déclarations des accusés. Ce sont des déclarations des parties civiles. Ce sont des déclarations des témoins, parfois même morts, puisqu'on a même fait des déclarations du témoin feu général Toto, Mamadou Kamara, alias Toto. Mais les déclarations ne sont pas des faits. Le parquet veut rectifier le tir, alors qu'il a déjà pris un écrit dans ce sens-là. La parole est libre, l'écrit est serve. Et cet écrit se trouve encore dans le dossier, Monsieur le Président. Est-ce que les déclarations d'un accusé sont constitutifs de faits? Est-ce que
les déclarations d'un témoin sont constitutifs de faits? Est-ce que les déclarations d'une partie civile sont constitutifs de faits? En tout cas, relativement au président Moussa Dadis Camara, voici les déclarations consignées dans les réquisitions, ce que le ministère public a qualifié de réquisitions, que moi j'appelle condensé de rapports et de comptes rendus, dit très rapidement, voici ce qu'on qualifie comme ce qui pourrait amener ce tribunal à requalifier les faits contre le président Moussa Dadis Camara. C'est ce qu'on lui attribue. Tous les éléments du régiment étaient armés. J'étais le président de la transition, chef de l'État, commandant-chef des forces armées, premier magistrat du pays et chargé de coordonner les activités de l'État et des ministres. Voilà une déclaration. Et pour le ministère public, cela est constitutif de crimes contre l'humanité. Cela est constitutif de responsabilité de commandement. On continue. J'étais informé de la programmation de la manifestation avant mon départ pour la baie. Je m'y étais opposé à cause de la portée historique et la solennité que je voulais accorder à cette journée. Voilà encore une déclaration erronée. Parce que le président Dadis ne s'est jamais opposé à un quelconque meeting, faut-il le rappeler. Il a demandé de surseoir, répétant simplement ce qu'avait pris comme décision son ministre des Affaires politiques. Il avait demandé de surseoir et de changer tout simplement de lieu et de date. Cela a été clairement indiqué ici. Donc, notez dans un procès verbal, estimant avoir transcrit un PV alors qu'on ne voit pas de procès verbal de transcription de PV, le ministère public est en train de falsifier, de tronquer les déclarations du président Dadis. Et même si on s'en tenait à cela, est-ce que cela constitue un fait que l'on doit pouvoir présenter sérieusement à un tribunal criminel pour que ce tribunal criminel entre en requalification? Non. C'est pourquoi je joignais au téléphone vers 1h du matin le leader politique, M. Sidya Touré, pour lui demander non seulement le report de la manifestation, mais aussi sa délocalisation pour le stade de Nangor. Celui-ci me disait qu'il se faisait trop tard. Je n'avais pris aucune disposition pratique et idoine pour faire cesser les massacres qui étaient en cours au stade. Et parmi les hommes qui s'y étaient rendus, il y avait le colonel Moussa Tebro et le commandant Boubacar Sidiki Diakité alias Toumba, auquel je n'avais donné aucun ordre. Voilà encore autre chose tronquée. Le président Dadis, Moussa Dadis, a clairement expliqué ici toutes les mesures qui avaient été prises. Comment un parquet, parce qu'à court d'arguments, peut bien indiquer dans un document que lui seul, dont lui seul connaît la qualification, que le président a dit qu'il n'a rien fait pour prévenir ces manifestations, qu'il n'a rien fait pour limiter les dégâts. Je pense que de ce point de vue, mes plaidoiries sur l'abstention délictueuse ici, pendant 3 heures de temps, ont été sans ambiguïté. Et personne nous l'a démenti depuis le début. Et personne ne pourra le démentir. Mais même en restant avec ces faits totalement tronqués, pouvons-nous, Monsieur le Président, penser que ces faits constituent un crime contre l'humanité? Ces faits constituent des éléments qui permettent d'engager la responsabilité de commandement
du président Moussa Dadis Camara, en sa qualité de chef militaire, comme le parquet veut bien le faire comprendre. Je reconnais avoir pris un décret à la date du 2 novembre pour promouvoir en grade tous les militaires, y compris ceux qui s'étaient rendus au stade. C'est une tradition que j'avais héritée. C'est cela encore, cette déclaration qu'on transforme en fait et en crime contre l'humanité. Voilà un ministère public qui veut même dénier à un chef d'État ce qui constitue ses pouvoirs. Le pouvoir de nommer à des postes militaires ou civils. Le pouvoir de décider des grades donnés aux membres des forces de l'ordre et de sécurité. Voilà un parquet. Voilà un parquet qui abuse de ses prérogatives, nous en parlerons d'ailleurs déjà, mais qui dénie ou qui veut dénier à un chef d'État, puisqu'ils ne peuvent pas le dénier, l'exercice de ses prérogatives en tant que président d'une nation. Par rapport à Kaléa, je reconnais le recrutement qui s'y était effectué et j'avais eu un échange avec mon ministre, à qui je demandais de veiller à ce que les recrues proviennent des 4 régions naturelles du pays. Voilà une déclaration à décharge. Une déclaration pour le président Moussa Dadis Camara, mais tellement que le parquet est omnibulé par lui, s'acharne contre lui, veut faire de cette déclaration un élément constitutif d'un crime contre l'humanité. Je confirme les déclarations du général Ansoumane Kaba, chef d'état-major de l'armée de terre, à l'époque des faits, selon lesquels ce sont naturellement les gens du régiment qui s'étaient rendus au stade et que le regroupement de Kaléa était géré par moi et mon ministère de la Défense. Le président Dadis a toujours dit ici qu'il a été informé par son ministre de la Défense et qu'il lui a demandé, étant le seul responsable des recrutements en sa qualité de ministre de la Défense, de bien faire ce qui est bien pour le pays, en recommandant qu'il fasse en sorte que ce recrutement intègre toutes les sensibilités du pays. Tous les éléments de la présidence étaient coiffés de bérets rouges. Voilà un autre élément de crime contre l'humanité pour le parquet. Je confirme les exactions perpétrées au stade, même si je n'y étais pas personnellement. Qui pouvait nier ce qui s'est passé au stade du 28 septembre? Les médias en ont parlé. C'est pourquoi je ne crois pas qu'un seul des accusés ici présents ait nié que des faits graves, des faits crapuleux, des faits ignominieux ont été commis au stade du 28 septembre. Le président Dadis en a été informé. Il a d'ailleurs essayé de communiquer là-dessus, conformément aux informations que lui remontaient les personnes qui agissaient en son nom et pour son compte. Je fais bien sûr allusion aux différents ministres, au comité de médiation, au comité de crise, au comité de gestion des corps qu'il avait mis en place. C'était donc normal pour la transparence, en tant que première autorité du pays, autorité légale du pays, la voix la plus autorisée, qu'il communique là-dessus. J'avais été informé des tortures qui étaient infligées aux personnes enlevées au stade dans l'enceinte du camp Koundara, où Begré avait été nommé comme commandant, malgré son grade de sergent, par le commandant Aboubakar Sidiki, Diakité alias Toumba, dont moi-même avait entériné. Je recevais également des informations relatives au cas des charniers, mais je ne sais pas où ils se trouvent. Et personne de mes proches ne m'a donné une indication concernant ceci. Ce sont ces déclarations-là, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, que le parquet considère comme fait, comme élément du crime contre l'humanité. Je n'avais fait aucun déplacement pour aller constater de visu l'ampleur des massacres survenus au stade et ne réussissais pas à y déployer une nouvelle unité pour faire cesser les exactions
qui était en train d'être perpétré contre les nombreux manifestants. Je réaffirme que c'était bien les éléments de la présidence qui s'étaient rendus au stade. À ma qualité de chef d'État à cette époque, je disposais du pouvoir de nommer et de démettre toute personne à tout poste de responsabilité. Les bérets rouges qui s'étaient rendus au stade du 28 septembre relevaient de la garde et ils pouvaient bien agir de concert avec ceux qui arboraient des courriers. Je ne peux pas m'exclure des événements du 28 septembre en ma qualité de président, d'alors au même titre que le général Sekouba qui malheureusement n'a pas été renvoyé devant ce tribunal de ce siège par la faute du régime précédent. Est-ce que ces déclarations-là peuvent être considérées comme des faits? Est-ce que ces déclarations-là peuvent être considérées comme des faits constitutifs de crimes contre l'humanité? Voilà un homme qui reconnaît sa responsabilité morale. Il le dit en tant que chef d'État, en tant que président. Mais à qui on veut, vaille que vaille, coller des infractions. Et puisqu'on ne peut les prouver, on invente d'autres faits pour les soumettre à l'examen de ce tribunal criminel, alors même que ces faits, en aucun cas, n'ont pas été présentés, alors même qu'il est impossible de procéder à une telle requalification. Cinquième raison, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, cinquième raison qui ne vous permettent pas de requalifier ce fait, c'est bien l'absence de réunion des conditions pour la responsabilité de commandement. Je vous ai dit à l'entame que l'on veut tenir le président Moussa Dadis Camara dans les liens de la responsabilité de commandement ou du supérieur hiérarchique, motif tiré de ce que, à l'époque des faits, il était le président et conséquemment, il était le commandant en chef des forces armées. Et le parquet tire la conclusion hâtive qu'il était donc chef militaire. Mais les formes de responsabilité de commandement, que ce soit du chef militaire ou du supérieur hiérarchique militaire ou du supérieur hiérarchique civil, supposent trois conditions nécessaires et cumulatives. La première condition, c'est bien l'existence d'une autorité hiérarchique, qu'elle soit civile ou militaire. On me dira que le président Moussa Dadis Camara était une autorité hiérarchique. Oui, c'était le président du pays à l'époque des faits. On me dira qu'il est militaire de profession. Oui. Et pour cette raison, on veut le transformer en chef militaire. Mais je vais aller avec le raisonnement du parquet. Le président Moussa Dadis Camara, en sa qualité de commandant en chef des forces armées, au moment de la commission des crimes, le 28 septembre 2009, au stade éponyme, ne peut voir sa responsabilité engagée et établie en raison de cette qualité. Être commandant en chef des forces armées, je le répète, j'insisterai là-dessus pour que ce soit clair, est un titre honorifique qui n'intègre pas le président dans la hiérarchie militaire. L'article 71 du Code militaire est très clair là-dessus, parce qu'il cite les éléments de la hiérarchie militaire. Ce n'est pas parce que on a ce titre honorifique. J'ai entendu ici
certaines personnes dire que vous inventiez, vous vous bardiez de tout cela. On n'a pas voulu respecter la République en le faisant. Parce qu'il n'appartient pas au président de dire qu'il est commandant en chef des forces armées. Il n'appartient pas au président de dire qu'il est le premier magistrat du pays. Ce sont les lois qui le disent. Ce sont des choses que tout chef d'État hérite. Aussi bien le président d'Addis, le président Feu Ahmed Sékou Touré, le président Feu Général Lansana Conté, le président Alpha Condé et l'actuel président, tous sont commandants en chef des forces armées. C'est un titre honorifique. Ce n'est pas un titre qui les maintient dans une hiérarchie militaire pour qu'ils soient sur un terrain, un théâtre de guerre ou de commandement. Ce titre leur confère tout simplement le droit, le pouvoir de nommer, le droit, le pouvoir de présider, par exemple, le Conseil national de la défense. Il en est de même quand on dit qu'il est le premier magistrat du pays. Être premier magistrat du pays fait de vous membre de droit du Conseil supérieur de la magistrature. Mais vous ne siégez pas. Vous avez d'ailleurs un adjoint qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux. Et en matière disciplinaire, même cet adjoint qui est le ministre de la Justice, garde des Sceaux, ne siège pas. Parce que la justice doit rester indépendante. Est-ce que parce qu'on est premier magistrat qu'on vient juger? Est-ce parce qu'on est premier magistrat qu'on porte la robe? Et il ne faut pas, alors qu'on mélange tout, que l'on confonde ces titres honorifiques que tout chef d'État a en vertu des lois de la République à une invention ou à un début, à un élément constitutif d'une quelconque infraction, fût-elle un crime contre l'humanité. La deuxième raison, l'autre condition, Monsieur le Président, pour que la responsabilité de commandement puisse porter, c'est bien l'existence d'un contrôle effectif du chef militaire sur sa troupe. Vous a-t-on présenté ici la troupe du président Moussa Dadis Camara? Vous a-t-on présenté les instructions données en tant que chef militaire? Vous a-t-on présenté le contexte de guerre dans lequel nous étions pour que sa responsabilité de commandement pour chef militaire soit engagée? Parce que la responsabilité de commandement ne peut être engagée qu'exclusivement dans le cadre du crime de guerre. Et je pèse mes mots et je mets au défi le parquet et les parties civiles de trouver une jurisprudence à l'international où on a engagé la responsabilité d'un chef militaire en dehors d'un conflit armé, en dehors d'une guerre. Je les mets au défi et je reviendrai là-dedans pour démonter quand je vais parler des arrêts qu'ils ont produits. Je les mets au défi. S'ils le font, Monsieur le Président d'Addis se laissera à vous. Parce que ça ne peut exister dans aucune jurisprudence internationale, dans aucune loi internationale. Et je le dis en pesant mes mots. Et je prie que cela soit fait. Parce que ce n'est pas possible. Les accusés, considérés comme ses subordonnés, Monsieur le Président, ici présents, sont le colonel Moussa Tiebro, sont le commandant Aboubakar Diakité. Le colonel Moussa Tiebro vous a dit qu'il n'est pas allé au stade du 28 septembre par demande ou parce qu'il a été envoyé par le président d'Addis. Lui, on peut ne pas le croire, même si c'est un haut commis de l'État qui a fait ses preuves dans ce pays, qui a assermenté, simplement parce qu'on le prend comme proche du président d'Addis. Mais le commandant
Aboubacar Diakité, qui a été le plus proche des proches en tant qu'aide de camp, a déposé ici, devant tout le monde. On a vu l'environnement, on a vu l'atmosphère. Vous pensez, Monsieur le Président, qu'il n'aurait pas dit que j'ai été envoyé au stade par le président Dadis, si ça avait été le cas? Vous pensez qu'il n'aurait pas dit que c'est le président Dadis qui m'a instruit d'y aller? Mais en l'absence de cet élément de rattachement entre le supérieur hiérarchique et ses deux subordonnés, comment pouvez-vous parler de contrôle effectif? Comment peut-on parler de contrôle effectif? Parce que le contrôle effectif suppose que ces personnes qui sont parties sont déjà parties de concert avec le président. Et une fois là, rendez tous les comptes au président. Mais au contraire, à la décharge du président Moussa Dadis Camara, rappelez-vous qu'il avait donné des instructions fermes au chef d'état-major général des armées, via le ministre de la Défense, pour indiquer de consigner tous les militaires dans les casernes, dans les camps. C'est là qu'il pouvait avoir un contrôle effectif. Puisque lui, ne pouvant d'ailleurs le faire directement, il devrait le faire via son ministre de la Défense pour que ce dernier répercute cette information, ces injonctions au niveau du chef d'état-major général des armées, qui lui-même devrait les répercuter au niveau de tous les chefs d'état-major particuliers. Mais le chef d'état-major général des armées, Monsieur le Président, a été appelé comme témoin par l'accusation. Il a confirmé ses instructions. Il a affirmé, il les a confirmées. Et il vous a d'ailleurs dit qu'il a reçu cela du ministre de la Défense et qu'il a répercuté. Ces instructions ont donc été effectivement répercutées, puisque affirmées et confirmées ici par son destinataire. La preuve de ces instructions a été donc donnée ici. La preuve des instructions de laisser tout, de consigner tous les militaires dans les casernes. Parce qu'il est venu témoigner, et le témoignage est un mode de preuve. Cette preuve a été donnée. Et cette preuve-là, c'est à la décharge plutôt, du président Moussa Dadis Camara. Alors, si des militaires sont allés au stade, malgré l'interdiction qui leur a été faite par la hiérarchie, c'est que ces militaires ont désobéi. Ils ont désobéi à cause de leur indiscipline. Ils ont désobéi à cause de leur insubordination, en allant au stade de leur propre, de leur plein gré. Mais l'insubordination et l'indiscipline existent. C'est consigné, c'est dans le code militaire. Ce sont des infractions au code militaire. Si ces éléments n'existaient pas, pourquoi on allait les prévoir? C'est parce qu'elles existent, elles peuvent exister. Alors, ces militaires qui sont allés, ils sont allés de leur propre gré. Surtout qu'ils n'ont jamais dit que c'est le président Dadis qui les a envoyés. Je parle des militaires et je pèse mes mots. Parce que la question d'ordre public, c'est un pouvoir régalien de la police et de la gendarmerie. Je ne parle donc pas de cela. Je parle du cas du supérieur militaire. Le président Dadis qu'on veut faire passer pour un supérieur militaire et conséquemment engager ses responsabilités. Je suis donc en train de parler des conditions qu'il faut nécessairement et de manière cumulative pour qu'une telle infraction soit constituée à son égard. Est-ce que ces personnes qui sont allées sans son consentement, sans son avis, sans même qu'il ne soit au courant, est-ce que le président peut être tenu pour responsable de ce que ces personnes ont fait, si ces personnes-là avaient effectivement fait quelque chose et si cela était prouvé par devant ce tribunal? Le rôle du ministère public
n'est pas de dire les gros mots, ce n'est pas d'affirmer, c'est de créer encore le lien de rattachement pour expliquer ce contrôle effectif entre le président Dadis et ceux qui sont partis. Si le ministère public ne peut expliquer, ne peut prouver ce contrôle effectif, il y a problème. Nous sommes en train de donner des éléments à notre décharge par rapport aux instructions passées, comme pour dire qu'on ne pouvait pas parler de contrôle effectif, parce que ceux qui sont allés au stade, ils sont allés de leur propre gré. Ceux qui sont allés au stade ont voulu partir. Je ne reviendrai plus sur le passé, puisque j'ai suffisamment parlé de cela dans mes plaidoiries des premiers et deuxièmes jours. Ces militaires indisciplinés et insubordonnés ne peuvent être sous le contrôle effectif d'un président, autorité légale et établie au moment des faits. Oui, le président Dadis, en tant qu'autorité légale, ne contrôlait pas, ne pouvait contrôler ceux qui sont partis au stade pour que sa responsabilité en tant que chef militaire soit engagée. Et d'ailleurs, tous ceux qui sont partis ont dit qu'ils ne savaient pas. Ils ont dit qu'ils n'ont pas été envoyés par lui. Certains ont même dit qu'ils sont allés le chercher en pensant qu'il était là. Le troisième élément, la troisième condition, donc en l'absence de tout contrôle effectif du président, Moussa Dadis Camara, sa responsabilité de chef militaire ou de commandant, sa responsabilité de supérieur hiérarchique ne peut être engagée. Et donc, on ne peut penser même au fond à vous convaincre pour la requalification. Le dernier élément, la dernière condition, c'est bien la négligence de n'avoir pas pris les précautions pour éviter la commission des faits répréhensibles, de limiter leur commission ou de punir les auteurs de ces faits. J'ai été très clair sur ce point, Monsieur le Président. C'est pour ça que dans un souci de pédagogie, j'avais commencé par parler de l'abstention délictueuse avant de parler des autres faits. Abstention délictueuse où le président Dadis est poursuivi comme présumé auteur. Ce qu'il a fait a été démontré ici avant les événements. Ce qu'il a fait pendant les événements a été dit ici. Ce qu'il a fait après a été également dit ici. On ne revient pas là-dessus. Sur la punition des auteurs, nous avons également parlé de cela. Sur la problématique même de l'application de la sanction dans le domaine militaire. Qui doit prendre telle ou telle sanction? Vous savez bien que le président ne peut prendre que des sanctions graves, liées par exemple à la radiation. Et cela demande quoi? Cela demande qu'un véritable rapport, de véritables enquêtes qui lui sont présentées. Mais il n'est pas du rôle d'un président pour des mesures conservatoires qui relèvent ou du ministre de la Défense, ou des chefs d'État, du chef d'État-major général des armées, ou des chefs d'État-major particuliers, ou même des commandants d'unité. Il ne lui appartient pas de faire cela à sa place. Pourquoi on veut faire comprendre que un pays, un seul président suffit pour qu'un pays soit gouverné? Pourquoi on pense qu'un président qui est tout haut peut faire tout? Cela a été clair, Monsieur le Président. Voilà donc ces trois éléments nécessaires et cumulatifs qui permettent d'engager la responsabilité de commandement et malheureusement, qui ne peuvent exister de manière cumulative. Parce que le président a fait tout. Il n'y avait aucun contrôle. Si on pense qu'il était une autorité hiérarchique et que l'on veuille encore le mettre, parce qu'il est commandant en chef des forces armées, et dire qu'il est chef militaire, les conditions, toutes ces conditions ne sont pas réunies. Le sixième élément, ou la sixième raison,
qui ne permettent pas de requalifier ces faits, c'est bien le manque de fondement à la demande de requalification. La demande de requalification, telle qu'on vous l'a présentée, Monsieur le Président, que ce soit venant des parties civiles ou venant du parquet, n'a aucun fondement. N'a aucun fondement. Les jurisprudences invoquées par le ministère public pour soutenir sa demande de requalification sont hors sujet. Sont hors sujet. Cela signifie que de la jurisprudence constante, dans le cadre du droit international, la responsabilité du supérieur hiérarchique est liée uniquement au crime de guerre. Mais uniquement au crime de guerre, pas au crime contre l'humanité. Et tous les exemples donnés par le parquet sont pris dans les crimes de guerre. Pourtant, la Cour pénale internationale a 4 chefs de compétence, Monsieur le Président. Elle est compétente pour juger les crimes contre l'humanité. Premier aspect. Elle est compétente pour juger contre les crimes de guerre. Deuxième aspect. Elle est compétente pour juger contre les crimes de génocide. Troisième aspect. Et elle est compétente pour juger les crimes d'agression. Quatrième chef de compétence. Si la Cour pénale est compétente pour chacun de ces chefs de compétence, c'est parce que tout simplement, ce sont des faits totalement opposés. Ce ne sont pas des faits qu'on devrait confondre. Mais je vais vous dire pourquoi le parquet fait le semblant de les confondre. Parce qu'on veut vous induire en erreur. Nous sommes vigilants, nous ne le permettrons pas. Et nous ferons en sorte, Monsieur le Président, de vous rappeler ce devoir de vigilance que vous avez déjà, que nous savons. Le ministère public a invoqué plusieurs jurisprudences. La première, Monsieur le Président, l'affaire Yamashita Tomoyuku. Vous ne pouvez ni vous en inspirer, parce que c'est totalement hors sujet. Le contexte. Le général de l'armée impériale japonaise, Tomoyuki Yamashita, a été condamné à mort. 4 ans après l'attaque japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor, la base américaine de Pearl Harbor dans le Pacifique, on est donc dans un contexte de guerre, de la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais y arriver. 4 ans après donc l'attaque japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor, le verdict est annoncé à Manille, aux Philippines. Ce n'est même pas aux États-Unis. On va arriver aux États-Unis, comme ils ont voulu faire comprendre. Aux Philippines, dans le procès contre le commandant de la 14e armée impériale japonaise, le général Tomoyuki Yamashita. C'était un des premiers tribunaux militaires mis en place pour juger les commandements. Les commandants militaires japonais. Les commandants militaires japonais. Qui a jeté les fondements pour des tribunaux internationaux ultérieurs en introduisant dans le droit de la guerre, parce que nous sommes dans le contexte de la guerre, la règle Yamashita. Que signifie la règle Yamashita? C'est une règle selon laquelle des commandants sont responsables pour les actions de leurs subordonnés, même s'ils ne donnaient pas d'ordre criminel. Lors de ce procès public, le général Yamashita a été accusé de 123 cas de violation des lois de la guerre, de mauvais traitements à l'égard des citoyens et soldats américains et de leurs alliés pendant sa gouvernance
des Philippines du 26 septembre 1944 au 2 septembre 1945. Le tribunal a entendu près de 300 témoins et examiné plus de 400 preuves. Le parquet américain ne disposait pas de preuves d'ordre direct ou indirect contre Yamashita, ce qui n'a cependant pas empêché le tribunal de condamner le général japonais à mort par pendaison. Voyez-vous, Monsieur le Président, où le parquet vous menez? Parce qu'il sait que non seulement on n'est pas dans le contexte du crime contre l'humanité, on ne parle pas de crime contre l'humanité, mais on parle de crime de guerre. On est dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale, l'attaque japonaise dans le Pacifique. Ce n'est pas le même contexte, mais on est dans un cadre où aucune preuve n'a été trouvée contre le général. Parce que eux, ils n'ont trouvé aucune preuve contre le président Moussa Dadis Camara, mais aucun élément de preuve. On veut vous amener à transposer des faits liés au crime de guerre à l'infraction de crime contre l'humanité. Pourtant, une infraction totalement différente. Il n'a absolument rien à voir avec le crime de guerre. Voilà. Peur de parler de mauvaise foi. Mais voilà comment le parquet entend vous induire en erreur. Il prend donc en fait une décision rendue dans le cadre du crime de guerre qu'il veut transposer dans le cadre du crime contre l'humanité. Il prend un commandant qui était sur le champ de bataille, sur le terrain de la guerre, qu'il veut transposer au président Moussa Dadis Camara. Il sait n'avoir aucune preuve et il veut que vous jugiez, vous entrez en condamnation du président Dadis sans aucun élément de preuve. Lorsqu'on vous dit que le général Yamashita a été condamné à mort, mais le parquet a requis la peine maximale, c'est parce que la peine de mort n'existe plus. Sinon, il aurait requis la peine de mort contre le président Dadis. Chacun sait que l'exécution, c'est la fusillade chez nous. Mais parce que tout simplement, la peine de mort, la peine capitale contre Yamashita était la peine maximale. Voilà pourquoi le parquet prend la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période de sûreté de 30 ans. C'est le maximum pris à l'encontre d'un homme qui n'est ni chef militaire, qui n'a commandé personne pendant un contexte de guerre, contre qui on n'a trouvé aucune preuve, mais qu'on veut comparer à un général qui a maltraité pendant la Seconde Guerre mondiale des soldats, des citoyens américains lorsque le Japon est entré dans la guerre en bombardant Pearl Harbor où étaient stationnés les Américains dans le Pacifique. Qu'on ne vous trompe pas, nous sommes suffisamment outillés, suffisamment armés pour ne pas laisser passer ces choses que nous considérons comme mais totalement élémentaires. Mais totalement élémentaires. Mais totalement élémentaires. La Cour suprême des Philippines et la Cour suprême des États-Unis rejetteront l'appel de Yamashita. Et le président Truman refusera de signer le recours en grâce. C'est une situation dans un contexte de guerre. Les crimes de guerre étant des infractions différentes des crimes contre l'humanité. Les crimes de guerre sont des violations des lois et des coutumes de la guerre. Cette affaire, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, a été jugée par un tribunal militaire. Je vous ai dit que je ferai des plaidoiries de manière pédagogique. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de ces différentes juridictions. Ce n'était pas pour vous faire perdre du temps. C'était clairement pour indiquer que votre juridiction n'est pas une juridiction militaire. Nous sommes devant une juridiction pénale, une juridiction civile qui juge des citoyens guinéens. Ce cas de jurisprudence est donc hors sujet par rapport aux événements du 28 septembre. De cette affaire, Monsieur le Président, d'ailleurs, voilà un commentaire pris dans un ouvrage intitulé « La responsabilité du commandement et pratiques pénales ». C'est publié par Jami Alan Williamson.
Document très intéressant. C'est ce qu'on enseigne quand on est devant les juridictions internationales, soit en tant que juge ou avocat. On ne peut pas l'enseigner, juste parce qu'on prend un code et on le lit. On ne peut pas comprendre les infractions internationales. Le parquet ne peut pas comprendre ces infractions. Donc moi, je le comprends aisément. Parce que parler de ça comme jurisprudence, ici, pour moi, ça frise l'insuffisance professionnelle. Le garde des Sceaux nous regarde. Sur la page numéro 1 de ce document, il est noté ceci. Le jugement majoritaire prononcé par le président de la Cour suprême, le juge Stone, avait énoncé le principe selon lequel les lois de la guerre imposaient à un commandant de corps d'armée le devoir de prendre des mesures appropriées qui étaient en son pouvoir pour contrôler les soldats sous ses ordres, afin de les empêcher de commettre des violations des dites lois de la guerre. Nous sommes en train de parler des violations des lois de la guerre. Les crimes de guerre sont différents des crimes contre l'humanité. Que cela soit compris par le parquet, par le ministère public. Les crimes de guerre ne sont pas des crimes contre l'humanité. Un exemple pris dans le cadre d'un crime de guerre pour induire un tribunal en erreur ne peut pas passer ici. Encore une fois, nous ne laisserons pas passer cela. La deuxième affaire, Monsieur le Président, je ne parlerai pas de toutes les affaires, sinon on passerait toute la nuit ici. C'est l'affaire Paul, affaire Touvier, c'est bien Paul Touvier. Le contexte encore, Monsieur le Président. Paul Touvier est un chef de milice lyonnais de Lyon, en France, qui avait commis des crimes pendant l'occupation de la France par l'Allemagne nazie. Ça encore, nous sommes dans un contexte de guerre. L'occupation de la France par l'Allemagne nazie. La Deuxième Guerre mondiale. Paul Touvier avait été condamné en France sur la base de l'article 6 portant création du tribunal de Nuremberg. Et l'article 6 du statut de Nuremberg dispose que les crimes contre l'humanité, c'est-à-dire l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation et tout autre acte inhumain commis contre toute population civile avant, pendant la guerre. Alors quand j'avais dit que l'on ne peut pas parler de crimes contre l'humanité, en situant dans son contexte, sans parler d'attaques liées à la guerre, avant ou pendant, on avait ri de l'autre côté. Les événements du 28 septembre ont été produits en l'absence de tout contexte de guerre dans notre pays. C'est-à-dire que même poursuivi pour crimes contre l'humanité, le contexte doit être ce contexte de guerre. Et l'exemple le plus probant, c'est bien l'exemple donné par le parquet lui-même. Nous ne fouillons pas ailleurs. Le président Dadis n'a jamais appelé un témoin ici. Ce sont les témoins envoyés par l'accusation qui l'ont lavé de tout soupçon, de tout indice, et de toute accusation. Et il n'en fera pas. Quand on a voulu le lier à Kaléa, mais on a juste utilisé les documents produits par le ministère public pour le laver. Encore une fois, lorsque on a des soucis et qu'on est sain d'esprit, le président Dadis est un homme sain d'esprit, l'aide vient de tous les côtés, là où on ne s'attend pas. Et ici, l'aide est en train de venir du ministère public lui-même qui poursuit. Alors, avant ou pendant la guerre, ou bien les persécutions pour des motifs politiques, raciaux ou religieux, lorsque ces actes ou persécutions, qu'ils aient constitué ou non une violation du droit interne du pays, où ils ont été perpétrés, ont été commis à la suite de tout crime rentrant dans la compétence du tribunal ou en liaison avec ce crime. Voyez-vous, Monsieur le Président, Touvier, poursuivi pour avoir été responsable de milice à Lyon, pour avoir travaillé pour l'Allemagne nazie,
Son cas a d'ailleurs fait feu en France, puisqu'il avait été gracié par le président Pompidou à un moment donné. Mais d'autres infractions avaient été trouvées contre lui. Et donc il a été poursuivi et condamné. Il faut savoir que le tribunal de Nuremberg est un tribunal de guerre. Donc tous les jugements faits sur la base des règles qui instituent ce tribunal de Nuremberg s'inspirent, restent dans un contexte de guerre. C'est donc le contexte de guerre qui a prévalu à la poursuite de Paul Touvier et à sa condamnation. Ce fait étant commis pendant la période de guerre. Est-ce que ce qui s'est passé au stade du 28 septembre était arrivé pendant une période de guerre? Est-ce que notre pays était dans un contexte de guerre? Est-ce que notre pays était même dans un conflit armé? Est-ce qu'une institution républicaine était d'ailleurs menacée? Nous étions en paix. Mais des personnes qui voulaient salir un homme, qui voulaient salir cet homme et ses compagnons, qui voulaient qu'un gouvernement légal, institué, ne travaille pas correctement, des personnes qui sont prédateurs de l'économie, qui voulaient venir vaille que vaille au pouvoir, ont voulu ternir l'image de cet homme. Mais nous n'étions pas dans un contexte de guerre, Monsieur le Président. Un autre exemple a été donné, lié au tribunal pénal international. Et là, c'était par un confrère de la partie civile qui n'est pas là, malheureusement. Mais ce tribunal, je vous ai déjà parlé de son contexte, qui fait partie des tribunaux ad hoc qui sont apparus après l'apparition des tribunaux créés par les vainqueurs de guerre, c'est-à-dire le tribunal militaire international de Nuremberg et le tribunal militaire international de Tokyo. On devrait donc créer des juridictions ad hoc qui viennent, alors même que des crimes sont déjà commis, des personnes sont présumées responsables de ces crimes-là, mais en l'absence de toute loi, on vient, on crée des lois, on crée des juges, et ces juges les jugent. Mais ce qui s'est passé en Yougoslavie est extrêmement grave. Mais on est dans un contexte de guerre, dans un contexte de conflit armé, où il y a une épuration ethnique totale. Et ces jugements de ces faits commis dans un conflit armé. Comment voulez-vous encore considérer le contexte de la guerre qui a commencé en Yougoslavie en 1991 et qui a permis la mise en place de ce tribunal en 1993, je crois, quand l'ONU a décidé de prendre ses responsabilités? Comment peut-on vouloir comparer ce contexte-là au contexte lié au cas guinéen? Les épurations ethniques n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé. Les épurations ethniques, ce sont des génocides. Si c'est prouvé, et ce qui s'est passé au Rwanda, un confrère de la partie civile n'a pas arrêté de parler des génocides. Parce qu'encore une fois, ils veulent tellement se fonder sur le rapport d'enquête internationale que même ce rapport a eu la peine de retenir le crime de génocide. Parce qu'une certaine Mariam Sy, seule, a voulu faire comprendre aux enquêteurs que les militaires tiraient sur les femmes claires. Contre-vérité. Mais contre-vérité. Yougoslavie, c'était un théâtre de guerre. La Guinée n'était pas un théâtre de guerre. Yougoslavie, c'était un conflit armé. La Guinée n'était pas un conflit armé. Qu'on ne confonde pas. On a pris des exemples sur le sud Kivu. Le nord Kivu, ce pays, je le connais très bien. Nous entendons tous les jours. Là, nous sommes en théâtre de guerre, où il y a l'implication de milices. On sait qu'il y a des tribunaux militaires qui siègent. Il y a également l'application du droit de la guerre. Pourquoi là où il y a théâtre de guerre, implication des milices, jugement tribunal militaire, droit de la guerre, pourquoi on veuille
confondre cela, comparer cela à ce qui s'est passé au stade du 28 septembre. Il y a enfin l'affaire Hissène Habré. Et là, je vais revenir là-dessus un peu longuement. Parce que le parquet a commis le péché de parler de cela. Parce que le ministère public connaît le procureur qui était à l'audience, qui était là avec nous, avec qui on parle tout le temps, qui est venu ici, qui est actuellement à la Cour suprême et qui m'écoute. Parce que ce procureur n'est pas du tout heureux. Qu'on ne comprenne pas l'affaire Hissène Habré, qui est une affaire récente, une affaire qui concerne un pays africain, le Tchad, et qui a été jugée à côté de nous ici au Sénégal, à Dakar. Qu'on en fasse allusion dans un procès public aussi médiatisé, sans se préparer, alors même que le travail a été scindé en 3 parties. Cela fera plus de bientôt 4 jours que je suis en train de parler. Alors que là, on a eu une journée divisée par 3. Mais qu'on ne prenne pas le soin de vérifier ce que l'on doit avancer pour des faits aussi graves qui sont poursuivis, nous ne pouvons pas accepter cela. Parce que nous ne pouvons pas accepter que l'image de notre justice soit en jeu. Je suis acteur de la justice à part entière. Tout ce qui peut aller contre l'image de cette justice, je m'en relève. Surtout quand c'est dirigé contre un homme honnête que je défends. Le 20 juillet 2015, M. Hissène Habré était jugé à Dakar pour crime contre l'humanité, crime de guerre et crime de torture. Je précise ces 3 chefs d'infraction parce que le parquet veut vous tromper pour la responsabilité de commandement. 3 chefs d'inculpation: crime contre l'humanité, crime de guerre, crime de torture. C'est un jugement fait par la Chambre africaine extraordinaire d'assises. Le jugement a été rendu le 30 mai 2016. Du procès de Hissène Habré, il y avait eu une instruction ouverte et in fine, la Chambre d'instruction a renvoyé Hissène Habré devant la Chambre d'assises pour notamment crime contre l'humanité. L'intérêt ici réside dans les principales étapes d'instruction suivies. Monsieur le Président, nous parlons d'instruction. Dans le cadre de crimes contre l'humanité, nous parlons donc d'instruction. Nous parlons d'enquête. Nous parlons d'obligation que l'on veut exclure ici pour vous parler de requalification. Sur le document comporte 578 pages. Le parquet aurait dû les lire. J'ai tout lu. Et c'est pour ça que je vais vous noter des pages de ce document. 578 pages. La page 17, consacrée à la procédure devant cette chambre. Il y a, au point 61, également sur la page 18, ceci. Suivant le réquisitoire introductif du 2 juillet 2013, le procureur général saisissait la Chambre africaine extraordinaire d'instruction au sein du tribunal régional hors classe de Dakar, Chambre d'instruction, aux fins d'inculpation de Hissène Habré. Le point 92 de la page 24, le 5 janvier 2015, la Chambre d'instruction transmettait le dossier au parquet général aux fins de règlement définitif. Point 93, page 24, le 6 février 2015, le procureur général déposait son réquisitoire définitif. Point 96, page 25. La Chambre d'instruction, en revanche, concluait qu'il existe des charges suffisantes pour mettre en accusation et renvoyer Hissène Habré devant la Chambre d'assises au titre de l'entreprise criminelle commise pour les crimes contre l'humanité et le crime de torture et en qualité de supérieur hiérarchique pour les crimes de guerre.
et en qualité de supérieur hiérarchique pour les crimes de guerre. Parce que la responsabilité de commandement n'existe pas dans le cadre du crime contre l'humanité. Ça n'existe pas. Ce n'est que dans le cadre du crime de guerre que l'on peut parler de responsabilité de commandement. Et là encore, cette décision a été produite par le ministère public, qui je retire encore mon défi de trouver la responsabilité de commandement d'une personne en dehors d'une affaire intéressant les crimes de guerre. Elle le renvoyait donc devant la chambre d'assises pour être jugée de ses chefs, donc de ces 3 chefs. Le procureur a fait état de la jurisprudence pour le cas de Hissène Habré, sans relever que dans le cadre du droit international, pour les crimes d'une telle gravité et relevant des conventions internationales, les poursuites devant les tribunaux découlent au préalable d'une enquête, d'une instruction ouverte sur les dits crimes, et dont le renvoi devant les tribunaux concerne et vise les dits crimes. Dans tous les cas précisés, il y a enquête, il y a instruction. C'est d'ailleurs pour ça que les juridictions internationales coûtent très cher. C'est d'ailleurs pour ça qu'il faut beaucoup de finances. C'est d'ailleurs pour ça que des fonds importants sont nécessaires. C'est pour ça que les pays qui sont engagés dans le cadre de l'établissement de ces juridictions se doivent d'utiliser leur budget pour aider au fonctionnement de ces juridictions. C'est d'ailleurs pour ça que ces juridictions inquiètent, parce que ces juridictions ce ne sont pas que des organes juridictionnels en tant que tels. Ils le sont, oui, mais ils sont aussi politiques, en raison de ceux qui les mettent en place et des intérêts particuliers politiques de ces personnes-là. Heureusement que nous sommes devant une juridiction nationale que nous considérons totalement indépendante. Dans le cadre du procès des événements du 28 septembre, l'ordonnance de renvoi n'a pas retenu les crimes contre l'humanité. L'ordonnance de renvoi n'a pas retenu la responsabilité de commandement du président Moussa Dadis Camara, ou du colonel Moussa Tchebro, ou même du commandant Aboubakar Diakité. L'ordonnance a retenu des infractions de droit commun que nous connaissons. Si le parquet le ministère public veut la requalification en ces crimes-là, que le parquet, qui sait que la poursuite est conditionnée par les enquêtes, fasse des enquêtes, fasse une instruction, mais qu'il ne profite pas de l'absence en sa possession d'éléments probatoires suffisants pour étayer sa poursuite, pour se servir du tribunal. Nous n'accepterons pas cela. Par ailleurs, Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, dans le procès Hissène Habré, on ne demandait pas à la Chambre africaine extraordinaire la requalification. Non. Dans l'affaire Yamashita, on ne demandait pas la requalification. Dans les affaires au Congo, on ne demandait pas la requalification. Dans l'affaire Touvier, on ne demandait pas la requalification, car les faits des crimes et autres étaient visés dans l'acte de renvoi qui découlait de l'instruction. Mais aussi, parce que la requalification supposait la reprise de l'enquête, la reprise de l'instruction, pour être apporté devant un tribunal criminel. Concernant la jurisprudence à opposer, et nous voulons aider le parquet, il aurait fallu que le procureur, que le ministère public ici présent, présente des cas de jurisprudence où une juridiction de jugement criminel avait fait droit à une demande de requalification pour des faits de crimes relevant du droit international. C'est ce qu'on attendait de ce ministère public. Qu'il vous présente des exemples de décisions, même pas rendues par les juridictions internationales, mais les juridictions nationales,
où la requalification a été demandée et que le tribunal a accédé à telle requalification. Dans le cas d'espèce, les crimes contre l'humanité. Mais cela n'a pas été fait. Pourtant, c'était le rôle du ministère public. C'était cela son rôle. Ce n'était pas de vous livrer des décisions qui n'ont aucun lien avec ce procès. Son rôle était de vous dire, puisqu'il demande la requalification, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, voici un exemple d'affaire, de jugement dans laquelle il a été demandé au juge de procéder à telle requalification de tels faits en crimes internationaux, crimes contre l'humanité ou haute responsabilité de commandement. Mais il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait parce qu'il ne pouvait pas le faire. Il ne pouvait pas le faire parce que ça ne peut pas exister. Le président Moussa Dadis Camara, ayant donc, j'avais dit que j'allais avec le raisonnement du ministère public, donc ayant donc la qualité de chef militaire, parce que le parquet pense qu'en sa qualité de commandant en chef des forces armées, il est devenu chef militaire, sa responsabilité éventuelle comme supérieur hiérarchique, qui est donc sa responsabilité de commandement en tant que chef militaire, ne devrait être liée au crime de guerre, pas au crime contre l'humanité. Vous n'êtes pas saisi. On ne vous demande même pas de requalifier des faits en crime de guerre. On vous demande de requalifier des faits en crime contre l'humanité. Lequel fait de crime de guerre ne figure pas dans la demande de requalification. Il est clair que l'assassinat, le meurtre, la séquestration, la torture, le viol, le vol à main armée, la complicité d'assassinat, de meurtre, de séquestration, de torture, de vol à main armée, de pillage, sont des crimes de droit commun. Il est aussi clair que le crime contre l'humanité et haute responsabilité de commandement ou de supérieur hiérarchique, qu'il soit civil ou militaire, sont des crimes internationaux. Dès lors, il y a impossibilité de requalification de ces crimes de droit commun relevant du droit pénal interne, de votre compétence en crimes internationaux relevant du droit international pénal. J'ai entendu le ministère public, parlant de ce crime, dire que ce n'est pas de façon ex nihilo que nous avons fait une telle demande. Et c'est justifié en parlant d'éléments objectifs, attaque généralisée et systématique. Élément intentionnel. Il avait d'ailleurs fait allusion à l'animus necandi. Mais je pense que tout est dit, Monsieur le Président. Tout est dit. Tant dans la définition du crime contre l'humanité, que dans son contexte, que dans le contexte dans lequel nous nous trouvions. Le ministère public a donc voulu prendre un raccourci. Un véritable raccourci qui lui facilite le travail, étant entendu qu'il sait déjà avoir perdu d'avance. C'est pour ça que j'ai commencé par vous dire, le ministère public jette son dévolu sur la requalification parce qu'il sait qu'aucun de ses accusés ne peut être retenu dès lors qu'il a abandonné la poursuite, qu'il le dise élégamment, qu'il ne compte pas sur le caractère actif du juge pénal. En tout cas, le président Moussa Dadis Camara, au vu de ce qui a été dit ici, de ce qui a été débattu publiquement, ne peut avoir d'inquiétude à se faire. Il sait qu'il ne sera retenu que le temps que ce procès durera.
J'ai entendu le ministère public parler aussi de la responsabilité de commandement, comme s'il parlait d'infraction de droit commun. Mais concernant les chefs militaires, le droit international reconnaît que le chef militaire doit empêcher que soient commis des crimes de guerre. On insiste encore là-dessus. Le droit international reconnaît que le chef militaire doit empêcher que soient commis des crimes de guerre. Donc la question des responsabilités militaires ne peut convenir que dans le cadre de crimes de guerre. J'espère qu'après moi, le ministère public ne parlera pas d'autres requalifications pour demander que les faits soient requalifiés en crimes de guerre. Les devoirs des commandants aux conflits armés, encore, quand on parle de commandants, on parle de conflits armés. Et les devoirs des commandants relativement aux conflits armés sont clairement énoncés à l'article 87 du premier protocole additionnel aux conventions de Genève. Protocole additionnel sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés. Protocole additionnel adopté le 8 juin 1977 et entré en vigueur le 7 décembre 1978. Si ce sont des crimes de guerre, on doit donc se référer notamment aux conventions de Genève de 1949 et au protocole additionnel dont je viens de parler. Les conventions de Genève et leur protocole additionnel contiennent les règles essentielles sur le droit international humanitaire qui fixe les limites à la barbarie de la guerre. Nous ne sommes pas dans ce cadre, monsieur le ministère public. Nous ne sommes pas dans ce cadre des parties civiles. Le procureur, le ministère public, a demandé la qualification des faits en crime contre l'humanité définis dans le statut de Rome et requis des peines pour ces faits, sans citer la moindre base légale. Les bases indiquées sont ces jurisprudences-là. Je n'ai pas voulu parler de l'affaire Barbie, parce que chacun sait que l'affaire Barbie remonte encore à la Seconde Guerre mondiale et que c'est lié à un contexte de guerre. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, à l'ouverture du procès des événements du 28 septembre, le procureur de la Cour pénale internationale et le chef d'État guinéen ont signé un mémorandum d'accord liant les deux parties, signataires jusqu'au terme définitif du procès des événements du 28 septembre. Ce mémorandum d'accord a été évoqué dans le rapport de la Cour pénale internationale présenté devant l'Assemblée générale des Nations unies le 21 août 2023, pendant que nous sommes en plein procès donc, laquelle l'a soutenu, car les actions de la Cour pénale internationale sont soutenues par les Nations unies. Au point 60 du rapport de la Cour pénale internationale, il est évoqué la situation de la Guinée, avec la signature du mémorandum entre la Cour pénale internationale, représentée à l'occasion par le procureur Karim, et la Guinée. Et il est visé aussi notamment le principe de la complémentarité, qui est un fondement de la coopération entre la CPI et les États partis, et dans le cas d'espèce, permettant de juger en Guinée les événements du 28 septembre pour les crimes relevant du statut de Rome. Ce rapport de la Cour pénale internationale, présenté devant l'Assemblée générale des Nations unies, est la caution internationale de ce procès, Monsieur le Président. C'est la caution internationale que ce procès doit se tenir en Guinée. Et c'est pourquoi il se tient en Guinée.
C'est la caution internationale du principe que le principe de la complémentarité a été effectivement respecté. Et aujourd'hui, ce principe n'est pas applicable à partir du moment où ce procès se tient. Parce que la complémentarité donne pouvoir, donne compétence à la Cour pénale internationale de se saisir. Mais depuis le début, la Cour pénale internationale suit. Et ce mémorandum a été très clair. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas procéder à une quelconque requalification. Vous ne pouvez pas, vous ne devez pas laisser les règles du code pénal, les règles du code de procédure pénale pour appliquer les statuts de Rome qui imposent des enquêtes, de l'insurrection, mais également un règlement connu. Alors, ces conditions n'étant pas remplies, Monsieur le Président, il est clair que vous ne pouvez pas procéder à la requalification. Par ailleurs, et pour terminer, pour clore ce chapitre, dans ce dossier de la procédure, le parquet a déjà posé des actes écrits pour demander la requalification. Parce qu'au tout début, rappelez-vous, il était question d'inculpation pour crime contre l'humanité. Le parquet avait donc écrit. Si la parole est libre, l'écrit est serve. Ces écrits-là se trouvent dans le dossier et lit ce parquet. Mais si le parquet fait autre chose, vous comprenez plus facilement la contradiction, la peine avec laquelle il poursuit dans cette affaire. Monsieur le Président, la seule volonté du parquet est de vous induire en erreur. Mais l'homme le plus honnête, le plus respecté, peut être victime de la justice. Vous êtes bon père, bon époux, peu importe. Quelle fatalité pourrait vous faire passer pour un malhonnête, un homme, voire un criminel? Cette fatalité est juste. Elle porte en nom l'erreur judiciaire. Ce n'est pas de moi, c'est de René Fleuriot. Malheureusement, Monsieur le Président, ici-bas, tout le monde admet plus ou moins de se reconnaître capable d'erreur. Mais la justice, tout le bas, pas la justice, tout le bas étages du monde, la vile population des savants, des chercheurs, des médecins, des avocats, des journalistes, j'en passe, peut se tromper. Se trompe. Mais pas le juge. Un signe statistique, voire clinique, de cette perfection judiciaire théorique se voit dans la rareté des procès en révision qui aboutissent. On a l'impression que jamais l'erreur n'existe. Puisqu'il n'y a jamais lieu de reconnaître. Et pourtant, que d'erreur, la justice commun. L'histoire des grands procès criminels transportés dans le savoir moderne montre l'approximation des prétendues certitudes judiciaires. Les vérités solennelles d'hier apparaissent aujourd'hui comme des erreurs. C'est ainsi que s'exprimait Maître Gilbert Collard, le bouillant avocat marseillais, qui, avec une liberté de ton époustouflante, reprend 8
des plus grandes affaires judiciaires du passé. Landru, Pétiot, Lafarge, Bougra, Pétel, Léotade, Gouffé, Laroncière. L'erreur est donc possible. Vous pouvez commettre des erreurs. C'est pourquoi vous devrez être vigilant. L'erreur est possible. Elle nous guette. Elle vous guette. Elle peut être le fruit d'un système. Elle peut être le fruit des hommes. Elle peut être le fruit d'acteurs judiciaires. En l'espèce, soyez vigilants. Parce que le parquet, le ministère public veulent vous induire en erreur et n'acceptez pas. Les ministères publics et les avocats des parties civiles veulent vous pousser à commettre l'erreur judiciaire. Ce supplice déshumanisant de la justice, déshumanisant la justice, qui renverse tous les pronostics en changeant les gens bons en gens mauvais, les gens heureux en gens malheureux, les gens honnêtes en gens malhonnêtes, voire en criminels. N'acceptez donc pas d'être induit en erreur. C'est pour ça que nous vous aidons, que nous sommes là pour vous amener à rester vigilants. En requérant la réclusion criminelle à perpétuité, assortie d'une période de sûreté de 30 ans contre le président Moussa Dadis Camara, et ceux considérés comme ses proches par le ministère public. Le ministère public a choisi son camp, le camp de la déshumanisation de la justice, de notre belle et noble justice. Il a surtout choisi d'induire ce tribunal criminel en erreur. Il a épousé le comportement d'un de ses prédécesseurs, qu'on appelle Antoine Quintin. Monsieur le Président, Messieurs les juges assesseurs, Antoine Quintin Fouquier de Tinville, dit Antoine Fouquier Tinville, surnommé après sa mort le pourvoyeur de la guillotine. Oui, nous pesons nos mots, parce que la guillotine n'existe plus. C'était la peine maximale à l'époque. En requérant la réclusion criminelle à perpétuité contre le président Moussa Dadis Camara à tort, sur la base d'aucun élément factuel, d'aucun élément probatoire, le ministère public se comporte comme ce Antoine Quintin pour appeler pourvoyeur de la guillotine, né à Hourouel dans le Picardie le 10 juin 1764 et mort guillotiné à Paris en place de Grève le 7 mai 1795. Antoine, c'était un juriste français qui devient le principal accusateur public du tribunal révolutionnaire, donc le procureur. Accusateur public central pendant la première partie de la Révolution française et la terreur, il demande l'exécution de plusieurs personnes poursuivies, y compris de personnes célèbres comme Marie-Antoinette, cette impératrice qui a été condamnée uniquement pour avoir été la femme d'un roi. Danton et Robespierre, et fait condamner plus de 2000 d'entre eux à la guillotine. Après la fin de la terreur, avec le 10 Thermidor, il est lui-même arrêté. Il est ensuite jugé par le tribunal révolutionnaire, le même devant lequel il faisait condamner les autres à la guillotine. Comme un des grands responsables des exactions et des injustices qui ont marqué la période de la terreur. Lors de son procès, le plus long de la Révolution française, il déclare, pour se défendre, ce n'est pas moi qui devrais être traduit ici, mais les chefs dont j'ai exécuté les ordres. Je n'ai agi qu'en vertu des lois portées par une convention investie de tous les pouvoirs. Généralement,
Sa défense a consisté à renvoyer la faute des exécutions sur le comité du salut public, ceux-là qu'il qualifiait de donneurs d'ordre, particulièrement sur Maximilien de Robespierre. Malgré cette défense, il est condamné à mort aux côtés des juges et de certains jurés du tribunal révolutionnaire, entre autres, pour avoir abusé de ses prérogatives et pour avoir négligé la tenue de procès selon les formes légales. Il est guillotiné à Paris le 7 mai 1795 et est le dernier mis à mort du tribunal révolutionnaire avant sa suppression. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, par ces réquisitions, le ministère public encourage l'injustice. Il abuse de ses prérogatives. Il néglige la tenue de procès selon les formes. Parce qu'il veut encore vous pousser à l'erreur judiciaire. Il ne rend ni service à la société qu'elle représente, ni à la justice, dont il est un acteur majeur, un acteur essentiel. Il traite le président Dadis comme un monstre, comme un diable, comme un criminel, alors que ce n'est pas le cas. Ce monsieur, je l'ai présenté ici. Ce monsieur fait des choses incroyables. Rappelez-vous qu'il est le seul président à avoir décidé de remettre le trophée au premier de la promotion de la première magistrature de notre pays. Il est celui-là qui a mobilisé tous les Guinéens, tous les anciens premiers ministres, toute l'administration pour être là. Voilà un homme qui a du respect pour la justice de son pays. Mais voilà un homme que le parquet traite comme déjà un coupable. Voilà un homme contre qui le parquet requiert la peine maximale sur la base d'aucun élément. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, le président Moussa Dadis Camara est jugé par ce tribunal criminel, non parce qu'il a été complice d'un assassinat ou d'un meurtre, mais parce qu'il est le président, qu'il était le président de tous les Guinéens au moment des faits. Le président Moussa Dadis Camara est jugé par ce tribunal criminel, non parce qu'il a été complice d'un meurtre ou d'un assassinat, mais parce qu'il était le chef de l'État au moment des faits. Le président Moussa Dadis Camara est jugé par ce tribunal criminel, non parce qu'il a été complice de torture, de séquestration ou d'enlèvement, mais parce qu'il était le chef de l'État, le président au moment des faits. Le président Moussa Dadis Camara est jugé par ce tribunal criminel, non parce qu'il a été complice de torture, mais parce qu'il était chef d'État au moment des faits. Le président Moussa Dadis Camara est jugé par devant ce tribunal criminel, non parce qu'il a été complice de pillage, d'incendie volontaire, mais parce qu'il était président au moment des faits. Le président Moussa Dadis Camara est jugé par ce tribunal criminel, non parce qu'il a été complice de vol à main armée, mais parce qu'il était président au moment des faits. Le président Moussa Dadis Camara est jugé par devant ce tribunal criminel, non parce qu'il a commis l'infraction d'abstention délictueuse ou de mise en danger de la vie d'autrui, mais parce qu'il était président au moment des faits. Je vous pose une question, une seule. Pouvez-vous condamner le président Moussa Dadis Camara en raison uniquement de sa qualité ou de son statut de chef d'État au moment de la commission des crimes du 28 septembre au stade éponyme? Moi, par subjection, je vous réponds. Je vous réponds très clairement et très sincèrement. Non, aucun tribunal ne peut et ne doit entrer en condamnation en raison uniquement de la qualité de la personne parce qu'il a été chef d'État. Non, le président Moussa Dadis Camara ne peut être complice d'un quelconque assassinat. Non, il ne peut être complice d'un quelconque meurtre. Non, il ne peut être complice
d'un quelconque enlèvement, d'une quelconque torture, d'une quelconque séquestration. Non, il ne peut être complice d'un vol à main armée. Non, il ne peut être complice d'un viol. Non, il ne peut être complice de tout crime que vous pouvez imaginer. Non, il ne peut être auteur de l'abstention délictueuse. Non, il ne peut être auteur de la mise en danger de la vie d'autrui. S'il devrait être condamné en raison de cette qualité, que tous les présidents de ce pays et du monde se préparent à être détenus un jour, à être jugés un jour. Parce qu'aux États-Unis, on tue des personnes tous les jours, mais jamais un ministre n'a été inquiété, jamais un président n'a été inquiété. En France, on tue tous les jours, mais jamais un ministre n'a été inquiété, jamais un président n'a été inquiété. On a vécu le soulèvement en Nouvelle-Calédonie. Il a fallu que le président Macron parte là pour que les morts continuent. Mais jamais il ne sera poursuivi simplement en raison de sa qualité de chef d'État. Ça se passe. Ça s'est passé en Guinée, au premier régime. Ça s'est passé en Guinée, au temps du professeur Alpha Condé. Ça s'est passé au temps du général Feu, du feu général Lansana Conté. Mais jamais on a vu un chef d'État ici, devant un tribunal, jugé. Donc s'il est jugé, c'est bien parce qu'il a été chef d'État. Et vous ne pouvez pas le condamner pour sa qualité de chef d'État. Parce que être chef d'État, c'est un privilège, c'est un honneur, c'est même le destin. C'est pour ça qu'en parlant de lui, j'avais parlé d'un homme au destin atypique. Monsieur le Président, quelqu'un a dit, alors je voudrais vous faire une confidence. Puisque j'ai parlé de destin tout à l'heure, c'est que beaucoup ne savent pas. C'est un destin, c'est la manifestation du destin, Monsieur le Président, qui fait qu'aujourd'hui je suis devant vous. Lorsque nous étions sur le banc de l'université, pour les 4 ans, à faire le droit, vous n'aurez jamais pensé qu'un jour vous serez juge et moi devant vous. Je n'aurais jamais pensé qu'un jour je serai avocat, plaidant devant vous. Entre 2001 et 2004, on n'aurait jamais pensé que le président Dadis ou le capitaine Moussa Dadis serait devenu président. On n'aurait jamais pensé qu'il aurait eu les événements du 28 septembre. Voyez-vous, depuis 4 jours, je plaide devant vous. Pourtant, ce n'était pas prévu. C'est cela le destin. Je voudrais vous dire ceci. Et c'est la phrase d'une personne que j'aime bien. Et un mot que je garde, une phrase que je garde dans ma vie, qui me rappelle toujours mes devoirs, mes obligations. Quelqu'un a dit que nos efforts soient plus ou moins favorisés. Il faut, quand on quitte la vie, pouvoir se dire j'ai fait ce que j'ai pu. J'ai pensé, en tant qu'avocat du président Dadis, avoir fait ce que j'ai pu. En vous conseillant de vous méfier des acteurs de justice qui peuvent vous entraîner dans des erreurs, je prie que vous deveniez un grand juge ou de grands juges, en plus d'être de bons juges. Mais il y a une seule voie, Monsieur le Président, Monsieur le juge président, Monsieur le juge assesseur, si vous voulez devenir de grands juges, il y a une seule voie, une seule, acquitter l'accusé Moussa Dadis Camara. L'audience est suspendue pour 10 minutes.